Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Youl. Bonsoir. Bonsoir Angéline. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. Voilà, je commence toujours comme ça. Voilà. Je vois qu'il y a déjà Lydie, coucou. Enfin, parce qu'on s'était déjà vu tout à l'heure. À l'arrache, notre modo. Voilà. Notre célèbre modo. Et coucou Lydie, coucou à l'arrache. Alors, il y a Tite Turtle, alors c'est Elodie. Voilà. Il y a du monde qui arrive d'un coup. Enchantée. Alors ça, c'est le groupe des witches, en fait, qui sont dans la conf de Discord. Donc bien. Donc voilà, là, elles sont sur Twitch. Alors là, t'as Twitch. Je montre un peu Angéline, la technologie. Parce qu'Angéline, elle maîtrise pas très bien la technologie. Et là, à droite, t'as YouTube, en fait. Voilà, t'as le chat YouTube. Okay. Et là, c'est Twitch. Et au milieu, t'as vu, t'as tout centralisé, en fait. Si tu veux. Je vais pas maîtriser tout ça en même temps. Mais voilà, prends tes marques, tranquillou. je te lis les commentaires et tout, si tu veux. Et sur YouTube, il y a Gully Camby. Bonjour Gully Camby. Bonjour. Donc voilà, on est avec Angéline Billot. Et voilà, moi-même, c'est la première fois que peut-être pour vous voyez ma tête. Donc voilà. C'est moi. Grâce à moi. Hein. C'est you. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Désolé les gars. Non. Je rigole. Elle est trop mimi. Forcément, ils sont pas déçus. Elle est trop chou. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Bah oui. Mais Angéline aussi, elle est rayonnante. N'est-ce pas? Ah bah oui. T'en veux. C'est parti. On le savait. On commence bien. On le savait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a Hélène aussi avec nous. Bonsoir Hélène. Donc, coucou Hélène. Voilà. Écoutez, on va peut-être commencer. Je pense que voilà, il y a déjà pas mal de monde. Ouais. Les gens viendront prendre le train en marche. Tout à fait. Voilà. Donc Angéline Billot. Donc je vais un peu dire qui tu es. Voilà. Donc elle écrit des livres. Donc notamment. Surtout bercée sur la poésie. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises? Non, pas du tout. Voilà. Bêtises, pour l'instant, ça va. Sur la poésie canalisée, la poésie lyrique aussi. C'est ça. Donc, je vais lui laisser un petit peu la parole. Enfin, je sais pas si tu veux te présenter un petit peu. Ouais, si tu veux. Puis après, je peux aussi revenir sur le type de poésie que j'écris. Oui, complètement. Et puis, on peut aussi montrer le livre, tu vois. Et on va montrer le livre. Le dernier. Et c'est le dernier, c'est le 3e. Alors ça, c'est son dernier livre, donc Paroles du féminin sacré. C'est ça. C'est le 3e, parce qu'il y en avait eu un premier, c'était... Les enfants de Pachamama. Ouais. Le 2e, Paroles de lumière. Et celui-là, Paroles du féminin sacré. Voilà. Aux éditions Le Lys Bleu. Comment dire ? Il faut toujours mentionner l'éditeur qui est content après. Très important. Il est content. Très fier d'éditer. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que trouver un éditeur, surtout quand on écrit de la poésie, avec la poésie, c'est encore plus compliqué. Et du coup, il faut le mentionner parce que sans lui, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. À compte d'auteur, c'est plus compliqué d'être présenté, tout ça, donc c'est important. C'est vrai, ouais. Très important. Voilà. Donc le livre est disponible sur les éditions, donc le Lys Bleu. Je crois. Alors sur le site, tous les éditeurs maintenant ils ont un site, donc voilà. Et puis après, sur tous les lieux où on trouve des livres habituellement, les plateformes habituelles. Et après, alors dans les librairies, il n'est pas forcément en rayon parce que comme c'est une petite maison d'édition, ils sont pas très bien représentés. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est juste donner les références au libraire et puis on fait comme d'habitude, il le commande et voilà. D'accord. Un truc habituel. Logique, oui. Logique. Comme on fait tous quand on va à la librairie. C'est ça. Ok. Et donc pour revenir au type de ce que de poésie que j'écris en particulier, comme tu as dit, en fait c'est à la fois de la poésie canalisée. Mais ça, canaliser, c'est le terme très récent, un peu dans la, je dirais dans la mouvance New Age, tu vois. Ce qu'on appelle le channel ou channeling, donc c'est très anglo-saxon, américain. Donc ça, c'est une mouvance extrêmement récente et contemporaine. Donc on a l'impression, ça donne l'impression du coup que
la canalisation, c'est un phénomène récent. Alors qu'en fait, absolument pas. C'est extrêmement ancien. C'est vraiment très, très, très ancien. Puisque, alors évidemment, le terme... ancestral. Voilà. Bon, tout à fait. Non, mais tu as le droit de parler. Ouais, non, mais... tu as le droit de dire ancestral. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, évidemment, le terme autrefois utilisé n'était pas message canalisé. Il ne disait pas ça. Il parlait de poésie lyrique, ou poésie intuitive, poésie inspirée. Oui. Voilà. Donc il disait, notamment dans la tradition grecque, c'est la poésie inspirée par les muses et par les dieux. Complètement. Donc on a toujours des archétypes d'ailleurs de poètes comme Orphée, ou des références à des dieux poètes comme Apollon. Donc on est toujours dans un univers où on va mettre en lien la poésie avec la spiritualité, puisque le poète va être le messager. Oui. C'est le messager. Entre le messager idoine, entre ce qui vient d'en haut et ce qui va être ensuite véhiculé comme message sur Terre. Et la petite anecdote assez amusante, c'est que ma maman, qui ne savait pas que j'allais devenir poétesse, n'est-ce pas, a choisi comme prénom pour moi Angéline. Et Angéline vient du grec qui signifie, la signification de l'étymologie de mon prénom, c'est messager. Et tu vois. Donc j'avais vraiment déjà un prénom prédestiné. Après j'expliquerai aussi qu'il y a un ancrage familial, mais bon voilà. Et donc la poésie dite canalisée aujourd'hui, c'est extrêmement ancien. Sauf qu'autrefois ça s'appelait la poésie lyrique, poésie intuitive et inspirée. Voilà. Et puis après, c'est une vision de la poésie très inspirée, qui transmet des messages. Et certains poètes s'inscrivent dans cette tradition. D'accord. Ils vont dire, voilà, je suis un poète lyrique, mais un poète lyrique, ça veut dire je m'inscris dans cette tradition de poètes. Ouais. Alors, jusqu'au 19e siècle, où on a Arthur Rimbaud qui dit qu'il est un poète voyant. Oui, beaucoup, oui. Victor Hugo qui va dire que le poète est un prophète et qui va, lui, s'auto-proclamer prophète. Alors, non pas qu'il ait un ego surdimensionné, mais c'est juste parce qu'il se situe dans cette dimension-là. Ou après Guillaume Apollinaire qui lui il dit je suis le nouvel Orphée. Donc pareil, pas parce qu'il a un ego de malade, mais parce qu'il il s'inscrit dans cette tradition. C'est une tradition, si on la connaît bien, on voit qu'elle est beaucoup plus ésotérique que ce qu'on apprend à l'école nous en donne l'impression en fait. Oui, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est pas mal déjà. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Je vais voir un peu ce que dit le chat. Ouais, super. Bah, voilà, il y a Lydia Perrault qui est venue, qui vient. Je te laisse maîtriser le chat parce que moi, je peux pas maîtriser tout en même temps, c'est pas possible. Alors, il y a Gulli Cambi qui dit « Vous êtes magnifiques toutes les deux ». Bah, c'est très gentil, merci. Je vais te poser la question du coup, vu qu'on est dans ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment es-tu arrivé à canaliser des messages, vu qu'on parle justement de la poésie canalisée, de la poésie ésotérique, et à écrire des livres comme Paroles du féminin sacré, Les enfants de Pachamama et Paroles de lumière aussi. Ouais. Alors le parcours, en fait, il y a un double parcours. Il y a un parcours à la fois, c'est celui de l'écriture. L'écriture tout à fait basique, l'écriture, qui s'inscrit dans un parcours familial. Parce que si j'ai pu devenir écrivaine et poétesse, et écrire et me faire publier, c'est parce que j'ai été vraiment élevée dans ma famille, dans l'amour des lettres, et avec ma mère, qui était une grande, et qui est toujours d'ailleurs une grande lectrice, et qui est littéraire. Donc j'ai vraiment baigné dans l'amour des livres, avec une bibliothèque à la maison, avec le rendez-vous rituel tous les samedis à la bibliothèque, donc toujours entourée de livres. Et ça, c'est vraiment un ancrage familial. Parce que elle-même, ça lui vient de son père, donc mon grand-père maternel, pardon. Et lui-même, donc autour de lui, il a aussi été élevé dans une famille de littéraires, dans une famille dans laquelle le livre avait une place très importante. Et il avait un frère qui était poète, qui écrivait des poèmes, qui était poète, qui était journaliste. Il était journaliste
au Journal de l'Humanité. Et qui... alors c'est marrant parce que... Même, journaliste au Journal de l'Humanité. D'accord, ok, c'est rigolo. Un rebelle. Ouais, complètement. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps en relisant un de ces recueils de mon grand-oncle qui s'appelait donc Marcel Le Barbier, que moi j'ai jamais connu, mais j'ai connu son livre par ma mère qui m'a fait connaître son livre. Et donc j'ai relu il n'y a pas très longtemps, et dans la préface c'était rigolo parce que le préfacier expliquait que Marcel Le Barbier, donc mon grand-oncle, s'inscrivait dans la tradition de la poésie lyrique en particulier. C'est fou. Et ça je l'ai découvert il y a très peu de temps, quoi. Donc moi je m'étais inscrite dans la même mouvance, mais sans le savoir en fait. C'est fou. Ouais. Et après, donc, par rapport à l'écriture, donc avec l'amour de la lecture, l'amour de l'écriture et tout ça, ben, du coup, j'ai commencé à écrire très tôt. Toute petite, j'écrivais des histoires dans des cahiers, machin, tout ça. Et je disais toujours, plus tard, je vais être écrivaine, plus tard, je vais être écrivaine. Ouais, quand même, c'était... Très petite, hein, vraiment, 8 ans. Voilà. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Parce que 8 ans, en général, les enfants veulent surtout être genre vétérinaire. Non, moi je voulais être écrivaine. C'est fou. Hein. Je voulais être écrivaine dès toute petite, dès que j'ai su écrire. Et oui, c'est marrant. Hein. Donc ouais, t'avais déjà dans la veine, c'était vraiment... C'est mon âme qui savait déjà. Et donc après, bon, j'écrivais plus à l'époque des petites histoires, plus dans la narration et tout. Et j'ai découvert la poésie avec mon prof de français au collège, je me souviens, en 4e, avec Arthur Rimbaud. Et là, ça a été un coup de foudre. Vraiment. Arthur Rimbaud, j'ai adoré la poésie. J'ai découvert, je l'avais découvert à travers mon grand-oncle, mais je lisais pas beaucoup de poésie par ailleurs. Et là, à partir de là, j'ai commencé à beaucoup lire de poésie et à développer de plus en plus l'amour de la poésie. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je continue à en lire beaucoup. Et je me retrouve notamment aussi, ce qui est assez amusant, c'est que je retrouve la même tradition mais dans d'autres cultures. Et notamment, par exemple, je me sens très très proche de l'univers d'un poète comme Rumi. Ah oui. Un poète soufi. Donc dans le soufisme, avec notamment dans le précédent recueil Paroles de lumière, qui est beaucoup plus... Oui. Alors ça ressort plus en fait, cette inspiration. Je vais leur dire, parce que Paroles de lumière, j'avais fait quelques vidéos où justement je reprenais en fait les poèmes, tes poèmes, donc les poèmes d'Angéline, et je vous lisais un petit peu certains poèmes. Donc pour ceux qui ont un peu suivi, je sais que les witches, elles ont vu. Mais après, voilà, c'était juste pour faire ce petit truc. Donc voilà. Mais c'est super intéressant, quoi. Donc voilà, ma question à la suite, on va peut-être la passer parce que, en gros, je disais que tu as un DEA de littérature et un CAPES de lettres modernes. Oui, parce que... Voilà, quand même. Tu as quand même un bon bagage. On est toujours dans la même... l'écriture, la même passion, quoi, en fait, Donc voilà, je te demandais si tu as eu des influences, l'influence dans ton entourage qui a pu t'encourager à emprunter cette voie, mais je pense que tu as répondu quand même à la question. C'est ça, exactement. Truc quand même. Donc voilà, donc je vais passer à l'autre question. Quelles sont les principales étapes de ton évolution en tant qu'auteur ? Comment tes expériences personnelles ont influencé tes écrits ? Voilà. Alors en fait, c'est marrant parce que l'écriture est toujours en parallèle, en gros, de mon parcours personnel. C'est-à-dire que j'ai compris récemment, mais c'est assez récent comme prise de conscience, que la plupart de mes écrits s'articulaient autour de la notion de féminin sacré. Mais au départ, quand j'ai commencé à écrire et à être publiée, je n'avais pas conscience que c'était autour... que ça revenait tout le temps en fait. C'est au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre. J'écris quand même beaucoup de poèmes très inspirés par des... À chaque fois, ça revient, les archétypes féminins, tout le temps. Parfois un peu des archétypes masculins, mais quand même proportionnellement, c'était une grosse proportion d'archétypes féminins. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée après de les rassembler pour créer un recueil autour des archétypes féminins, qui est donc Paroles du féminin sacré. Et donc après, j'ai commencé à analyser comment ça se fait que je suis autour du féminin sacré en particulier. Et après, j'ai compris que c'était venu à moi, j'ai pas contrôlé.
C'est-à-dire que c'est venu à moi depuis toute petite, à travers déjà un parcours personnel ou dans ma vie de femme maintenant, de femme. Je fais un gros travail sur moi-même en tant que femme. Voilà, donc je pense que c'est toujours interconnecté. D'ailleurs, là, je suis encore dans un nouveau projet d'écriture. Cette fois-ci, projet d'écriture long, où c'est vraiment complètement interconnecté à mon parcours de femme, en fait. Et puis, depuis toute petite, j'étais déjà très attirée par un premier guide, toute petite, qui était Marie. Donc la première qui m'a attirée, petite fille, c'était Marie. Donc, j'avais un petit peu on va dire des expériences mystiques par rapport à Marie, la Vierge Marie. Et ensuite, toujours dans ce type de relation mystique, en fait, celle qui s'est imposée à moi, c'était la Vierge Noire, très rapidement. J'ai des souvenirs extrêmement précis. Pour la Vierge Noire, c'était dans la grotte de Rocamadour, où mes parents nous avaient emmenés en vacances. Et là, voilà, j'ai eu une expérience de ressenti et de fusion avec la Vierge Noire. Donc ça, c'est mes deux, je pense, identifiés du coup comme étant mes deux guides principales, féminins. Voilà. Et mais évidemment, quand j'étais petite, je me disais pas ça. Oui. Je me disais pas, ah tiens, voilà, Marie, c'est ma guide. Alors sinon, t'étais déjà très éveillée quand même, waouh. Juste, j'avais conscience, le seul truc dont j'avais conscience quand j'étais petite, c'est j'adore Marie, quand je vois ses statues, je suis complètement en extase. Donc voilà, juste. Ouais, tu pleurais devant, en plus, que tu me disais, tes parents ne comprenaient pas forcément. Mais ils se moquaient de moi. On se moquait de moi. Remarque, c'était pas plus mal parce que après j'ai pris conscience du coup que dans notre société occidentale, c'était pas des trucs qu'il fallait manifester. Et c'est vrai que quand t'es enfant, après, il faut quand même t'insérer dans la société, au collège et tout ça. Et j'ai compris très rapidement que ce genre de choses, fallait pas que je le manifeste. Et heureusement, je l'ai pas fait parce que déjà, quand t'es au collège, c'est pas évident. C'est dur. Voilà. On a tous traversé. Cette période éprouvante. Mais en plus, alors si tu commences à faire ça, bon là, laisse tomber quoi. Ouais. Donc c'est bien. Parce que mes parents m'ont ramené sur Terre, parce que malgré tout, même si tu as des expériences comme ça très petites, ce qui était mon cas, de mysticisme et de reliance avec des figures telles que Marie ou la Vierge Noire, mais il faut vite te ramener sur Terre, parce que sinon tu t'envoles, tu pars dans d'autres mondes, et après, tu ne vis pas bien ta vie sur Terre, en fait. Tu n'es pas ancrée. Elle n'est pas ancrée, elle n'est pas manifestée. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, parce que moi, j'ai toujours un énorme problème d'ancrage. Voilà. Terre quand même. Merci. Merci. Ça ne tombe pas trop longtemps. Mais je m'améliore avec le temps, surtout. Voilà. Ou alors tu le caches bien, je sais pas. Non, mais forcément, en fait, quand tu canalises et que tu es relié à ces énergies-là, forcément, tu pourrais être tenté de partir ailleurs. Et d'ailleurs, l'ailleurs spirituel peut être aussi rapidement un refuge. Tout à fait. Quand tu es quelqu'un d'hypersensible. Une sorte de fuite. Une sorte de fuite. J'ai connu ça, oui. Exactement. Si tu fais pas attention, ça peut devenir une fuite qui peut même être dangereuse. Parce que tu vas essayer de trouver ailleurs une solution à tes problèmes sur Terre, qui sont souvent ce qu'on appelle un refus d'incarnation. Oui, complètement. Où en gros, tu es tellement hypersensible que tout ce que tu vis, tu vas le vivre mal, parce que tu vois que tout autour de toi, tu peux être tenté de voir le négatif et tout ça. Et c'est aussi un apprentissage dans la vie. C'est Angéline, une femme désormais sage, avec de l'expérience, qui vous parle. En vous disant que petit à petit, en fait, tu t'aperçois que, en tout cas, moi, j'ai compris que mon parcours de vie, c'était me réconcilier avec ma vie sur Terre. C'est un message important quand même. Et oui. Donc avec les animaux, c'est facile. Avec les arbres, la terre, la nature, c'est facile. C'est vrai. Là où c'est difficile, c'est avec les humains, nos congénères. Ça, c'est très compliqué, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de se réconcilier. Ça fait partie des messages que j'ai reçus. C'est bien. Oui. Nécessaire.
Et ça, c'est un message de livres aussi. Ouais, exactement. Eh ben oui. Non, mais coupe-moi, c'était là pour ça. Là pour ça. Non, mais c'est ça. Mes livres, ils sont aussi là pour ça. Ils sont aussi là pour servir de fil conducteur entre les archétypes et qui nous sommes sur Terre. Et voilà, nous aider à nous réconcilier avec notre expérience de vie sur Terre, à nous consoler, à nous réconforter, parce qu'elle est difficile, elle est vraiment éprouvante, elle est ardue, cette vie sur Terre. Effectivement, être ancré, mais aussi se dire, prendre conscience que c'est quand même une expérience de plus, comment dire, comme on parle de processus d'incarnation, c'est encore une expérience de plus pour évoluer, nous faire évoluer. Et on est venu pour ça, en fait. Alors ça, moi, j'en suis persuadée, l'évolution, tu viens sur Terre et tu viens faire un parcours. Moi, je pense, avec le recul et tout ça, maintenant que mon parcours de vie s'articule autour de la guérison du féminin blessé. Dans ma vie personnelle, voilà, déjà, pour prendre ma place en tant que féminin sacré, c'est-à-dire non pas l'idée que le féminin serait supérieur aux autres, au masculin ou à notre règne, c'est pas ça l'idée. C'est de resacraliser ce qui a été désacralisé pendant trop longtemps. Tu vois, ça rejoint la question que tu avais prévu de me poser sur, tu vois, dans le collectif et tout. C'est vrai. Tu veux qu'on vienne à cette question quand on y est voilà. Alors, je vais te poser la question, parce que c'est vrai que c'était une question importante, et en plus, elle rejoint vraiment tout ce que tu fais en ce moment, et ton livre. Carrément. Donc, la question, c'est, selon toi, pourquoi le féminin sacré est-il si crucial pour notre société actuelle ? Et en quoi ces messages peuvent-ils aider à rétablir un équilibre personnel et collectif ? C'est exactement ça, en fait. En gros, mon parcours personnel vise, moi, à m'équilibrer dans mon féminin, c'est-à-dire à sortir du féminin blessé pour aller recontacter mon féminin sacré, c'est-à-dire me resacraliser, tout simplement, me redonner ma vraie valeur en tant que femme, c'est-à-dire en tant qu'être vivant. Je suis un être sacré au même titre qu'un arbre est une créature sacrée, au même titre qu'un animal est une créature sacrée, au même titre qu'un homme est un masculin sacré. Donc on va rééquilibrer les choses, parce que pour certaines personnes dans nos sociétés depuis trop longtemps, on a eu tendance à désacraliser le féminin, dans le sens où on va lui enlever de la valeur. Oui. Donc on ne va pas le respecter, on va l'humilier, on va l'agresser, voilà. Et donc là, je pense que l'objectif dans nos sociétés actuelles, c'est de resacraliser, c'est-à-dire redonner sa vraie valeur aux féminins, aux femmes donc, qui doivent par elles-mêmes d'ailleurs comprendre qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont des êtres sacrés au même titre que tous les autres êtres vivants. Et donc se faire respecter. Ça passe par se faire respecter, faire entendre sa parole, etc. Donc pour moi, c'est ça, resacraliser. Pour moi, ça c'est le sens que je donne au sacré et à la resacralisation actuelle du féminin. Et on le voit bien. On le voit parce que ça s'ancre dans un collectif. Oui, en ce moment, en plus, de plus en plus. Voilà, avec l'ouverture de la parole des femmes, avec moi je l'ai vu dans mon parcours personnel, j'ai été interloquée de voir à quel point j'étais en symbiose avec le parcours de Judith Godrèche, par exemple. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Tout en concordance en termes temporels, quoi, en fait. Elle prenait sa place de plus en plus, pendant que moi je prenais de plus en plus ma place, que je trouvais de plus en plus ma place en tant que femme, dans ma famille, dans la société, tout. Donc je me disais, mais c'est marrant, parce que c'est comme si on était sur un... Vous suivez. Ah ouais, carrément. Alors déjà, on est nés la même année. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on a 1 mois de différence. Ouais. Et après, elle a commencé à parler au moment où moi, je commençais à reprendre bien ma place et tout. Et surtout, ce qui était rigolo, c'est que voilà, je t'ai parlé d'un manuscrit sur lequel j'étais en cours, là, et que j'ai commencé à l'écrire à peu près au même moment où elle a commencé à parler. C'est marrant, ça. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai vu... j'avais capté ça avant, mais qu'il y a vraiment dans le mouvement personnel dans lequel tu t'inscris, en fait, tu t'inscris dans une vague collective. Oui, tout à fait. Non, mais très intéressant.
Et je sais pas si je l'ai rencontré du coup ou non, peut-être. Oui, mais bon, j'ai pas eu le temps de trop lui parler, mais je l'ai rencontré parce que j'ai participé à son documentaire moi aussi, justement en tant que... Puisque je travaillais beaucoup sur le féminin blessé et le féminin sacré, donc je l'ai contacté en lui disant votre travail ça m'intéresse parce que moi je fais le même travail mais dans l'écriture et en poésie. Et du coup, elle m'a recontacté après pour me dire voilà, ça tombe bien, je fais un documentaire autour justement de la place de la femme et tout, et elle m'a invitée à venir en tant que participante. Et donc du coup, si vous regardez le documentaire, je vais aller le voir parce que je l'ai pas vu. Vous voyez ma bobine à un moment. Vous voyez ma tronche. J'imagine où est Charlie, je suis là. Et j'ai pas trop eu le temps de lui parler directement parce que c'était énorme. On était à peu près 1000 femmes dans les rues de Paris. Elle avait bloqué une rue du côté de Nation là. Et donc, elle est passée à peu près dans tous les groupes, mais on n'a pas eu le temps de beaucoup lui parler, on était trop nombreuses. Voilà. J'imagine, Ah ouais, mais ça c'est fort quand même comme C'était, moment. Voilà, et ça fait partie, tu vois, justement, je te disais, de ton parcours personnel et en tant qu'artiste aussi, tu vois, de côtoyer d'autres femmes qui font... Donc c'était d'ailleurs super intéressant comme expérience parce que ça m'a permis de rencontrer des femmes d'autres... Alors il y avait... un mélange, c'est-à-dire des femmes artistes. En tant qu'artistes, elles étaient là. Par exemple, moi, je discutais avec une jeune qui écrit des scénarios et c'était super intéressant. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, toutes les femmes qui étaient là pour témoigner des violences qu'elles avaient subies. Donc, elles étaient là en tant que victimes pour faire entendre la parole des victimes en tant que femmes. C'est-à-dire victimes parce que c'était des violences par rapport à leur statut de femme. Oui. Pour ça. Et donc, c'était... Du coup, j'ai vraiment eu l'impression, quand j'étais dans cette journée, on était les 1000 femmes sur ce boulevard dans Paris, c'était hyper impressionnant. Et j'avais cette énergie, je la ressentais, qui me portait, et c'était super émouvant. C'était une journée très, très forte, très puissante. Et j'ai vraiment eu l'impression, là, de m'ancrer dans un mouvement pour faire avancer justement... le féminin sacré. Et donc, du coup, c'était suite à ça, après tu as sorti ton livre Mais en fait, tout s'est fait. Ce qui est rigolo, c'est que tout s'est fait en convergence. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, à partir du moment où moi j'ai commencé à faire bouger les choses dans ma vie personnelle pour justement retrouver ma place de femme, une place digne et respectable, donc à me resacraliser en quelque sorte. En même temps, en parallèle, moi j'avais écrit déjà depuis un moment, j'écrivais beaucoup de poèmes autour des archétypes, inspirés par les archétypes féminins. Donc ça faisait un moment que j'avais rassemblé tout ça. Et je me suis dit, je vais envoyer à l'éditeur. Et en fait, tout est sorti en même temps. C'est fou. La convergence, quoi. C'est que c'était aligné. C'était aligné, complètement. Moi, je me suis jamais sentie aussi alignée que par ces moments-là. Que maintenant. C'est beau, il y a de l'espoir pour tout le monde, ça peut arriver à tout âge. Voilà, moi je n'ai pas de tabou à dire mon âge, j'ai 52 ans. C'est beau, tu le fais pas. Merci. Je découvre ça avec vous. J'adore. Mais surtout, je le dis parce que pour les femmes qui peuvent, par exemple, parce que moi à un moment j'ai eu du mal, si tu veux, j'étais malheureuse parce que je me disais j'arrive pas à trouver ma place et tout. Et ça peut venir à tout âge, en fait. Là, il y a des gens de tout âge. Je sais qu'il y a Lydia, elle a 60 ans, 62 ans, si je dis pas de bêtises. Enfin, là tu as vraiment... Ça, c'est beau parce qu'en fait, le but en partageant comme ça, ou en écrivant, ou quand je fais des conférences, je partage dans les conférences et tout, l'objectif, c'est vraiment de redonner de l'espoir, en fait. Et j'ai donc parlé de conférences. En plus, oui. Et du coup, dans les conférences, il y a des moments d'échange avec les lectrices et les lecteurs aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui viennent. Justement, d'où ma question. Qui sont parfois super émouvants. Parce que j'allais te poser la question. Est-ce que tu as un peu des retours de tes lecteurs, en particulier des femmes, des hommes Les deux. Qui travaillent sur leur pôle féminin aussi. Alors sur le dernier qui est sorti, j'ai pas beaucoup de retours encore, mais j'en ai eu déjà beaucoup avant pour les autres, puisque à chaque fois je fais régulièrement des conférences. Donc à chaque fois j'ai des retours et c'est des moments très très émouvants. Les conférences, c'est des moments très émouvants. Ou les discussions, même les petites discussions avec les lecteurs quand on est dans les salons, tu vois, on échange avec les lecteurs.
Et là, des fois, il y a des lecteurs, moi, qui m'émeuvent. Des fois, j'ai même carrément envie de pleurer. Parce qu'ils partagent des trucs super intimes avec moi et très, des expériences parfois douloureuses. Et ils sont super contents de faire la rencontre avec mon livre parce qu'ils se disent que ça peut les aider sur leur parcours. Et c'est vraiment l'objectif, en fait. C'est clairement l'objectif. Il n'était pas conscient au départ, mais maintenant, j'ai conscience que c'est ça. Et donc... si tu veux, donc, par rapport à ta question, une petite anecdote. Sur celui-là, il n'y a pas beaucoup de recul puisqu'il est sorti cet été. Mais quand même déjà une conférence, donc des premières expériences, premiers retours de lecteurs. Pendant donc le premier salon que j'ai fait pour celui-là, c'était un salon avec Harmonisation de Gaïa, qui est une association qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, la première conférence que j'ai faite, c'était avec eux. Et... déjà, alors les personnes qui sont dans l'association... Super gentilles, comme ça. C'est des amours, pour commencer. Et ensuite, ils m'ont toujours porté, toujours accompagné, toujours soutenu. Et donc depuis, j'ai fait je fais régulièrement des conférences avec eux. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et par exemple, là, je tenais que ma première conférence pour celui-là, ce soit avec Harmonisation de Gaïa, parce que c'est un peu comme un petit... c'est eux qui ont l'exclusivité, c'est ça. Par gratitude vraiment par rapport à eux. Et donc à Fort-Calquier, donc ça c'était fin août. Donc là c'était la première conf. Je vous mettrai dans la description s'il y en a qui sont vraiment pas loin, qui habitent dans le sud, si ça vous intéresse de regarder. Je vous mettrai tous les liens dans la description après. Voilà. Donc ils sont surtout, ils interviennent beaucoup, principalement à Fort-Calquier en fait. Dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, notre superbe département. Ouais, ensoleillé, enfin pas trop en ce moment, mais ça va. Puis il faut de l'eau quand même pour la terre. Et complètement. Il faut de l'eau. Et donc, du coup, je fais régulièrement des conférences avec eux. Et donc celle-ci, alors, je commence à présenter. Et à un moment donné, donc il y avait des hommes déjà, donc j'étais super contente. Parce qu'il y a des femmes, bien sûr. Moi, j'ai un public dans les conférences et sur les lecteurs, principalement de femmes, mais ça se comprend, puisqu'elles ont l'accompagnement c'est sûr. Qui correspond. Donc l'archétype, c'est compréhensible. Et c'est normal, parce que c'est mon travail. Donc, je veux dire, en tant qu'écrivaine, ça s'articule surtout autour du féminin, donc c'est logique. Mais ça me fait... franchement, ça me fait particulièrement plaisir quand il y a les hommes qui viennent et qui partagent avec moi. Ça, c'est bien. Parce que je trouve que, justement, on parlait de c'est quoi l'objectif de resacraliser le féminin, c'est de réintroduire une forme d'équilibre dans nos sociétés qui actuellement est déséquilibrée. Donc il faut réintroduire, faire revenir un équilibre entre féminin et masculin. Et certains hommes ont conscience justement de rééquilibrer aussi à l'intérieur d'eux leurs deux pôles. Voilà, donc, et ces hommes-là, ils viennent à mes conférences ou ils lisent mes livres. Voilà, donc j'ai eu des retours de lecteurs par exemple de 70 ans, des hommes, j'ai trouvé que c'était trop beau. J'ai adoré. C'est chouette, et pendant cette conférence-là, pendant mes conférences, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est que je demande aux gens de choisir un poème. Au hasard, ils me donnent un chiffre, et puis ça tombe au hasard, entre guillemets, car nous savons qu'il n'y a jamais de hasard. Jamais de hasard, n'est-ce pas? Voilà. Et donc cet homme-là, donc je lui dis, donnez-moi un chiffre et tout ça, donc il me donne un chiffre, et puis donc il tombe sur un poème, donc je lui lis le poème. Et pendant la lecture du poème, il a pleuré. Ah, c'est beau ça. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Parce que les hommes ne s'autorisent pas forcément à pleurer. Et là, vraiment, en gros, on était pile poil dans le cœur de mon travail, qui est de rééquilibrer les pôles, et que un homme qui s'autorise à pleurer, ça veut dire qu'il rééquilibre son pôle féminin. Et je trouve ça absolument magnifique. Moi, j'étais très émue. Du coup, on avait tous envie de pleurer. Là... Mais les conférences, j'adore faire des conférences parce que justement, c'est... Venez dans les conférences d'Angéline, on va tous pleurer. Non, mais j'adore ça parce que en fait, c'est les moments les plus émouvants. Il se passe toujours des choses magnifiques. C'est super émouvant. C'est très humain en fait, vraiment. Ah bah oui. Ouais, tu touches vraiment. Le cœur. Et puis justement, on parlait de la réconciliation avec l'espèce humaine. Tout à fait. Là, ça fait partie des toutes petites graines. Alors, je dis pas qu'à mes conférences, il y a 4000 personnes, mais c'est des toutes petites graines. Moi, je m'en fiche en fait. Qu'il y ait 3, 10, 15, je m'en fiche complètement. Du moment que j'ai touché les gens. C'est comme ça que ça commence en fait. Et
de toute façon, même si ça continue comme ça jusqu'à la fin de ma vie, ça m'est égal. Parce que du moment que je touche les gens et que ça leur parle dans leur cœur, après moi j'ai gagné, même s'il y en a qu'un, je m'en fiche. Bah ouais, c'est vraiment une de tes missions et tu le fais pas pour rien parce que du coup t'as quand même des gens. Donc, complètement. Même s'il y en a pas beaucoup forcément, mais ça m'est égal. Parce que ce qui compte, c'est que ces gens-là soient touchés, quoi, tu vois. Tout à fait. Et que ce que j'ai écrit donne ses fruits, quoi, en fait. C'est vrai. Il y a Lydie, j'ai vu. Alors, pourrait nous lire un extrait du livre. Oui, et on le fera le chiffre aussi. Ouais, on avait prévu. Enfin, on s'est dit, si on a le temps, on fera ça. Alors, je lis Gulli Cambi. Le sacré pour moi est dans les actions bénéfiques que je fais pour la vie elle-même. C'est très beau. C'est vrai. C'est très très beau. Bah oui, on sacralise comme ça. Tout à fait. Ouais, complètement. Et c'est vrai que voilà, en fait, l'objectif aussi ici étant de sacraliser le féminin en particulier pour les raisons que j'ai expliquées. Pour moi, justement, la poésie, c'est apporter à la fois de la beauté et donc, comme dit cet intervenant, Gulli Cambi. Oui, si je dis bien, j'espère. Une action bénéfique. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que c'est bénéfique. Bah oui, non, quand même. En tout cas, c'est mon intention. Oui, voilà, c'est pas maléfique, t'inquiète. Non, pas du tout. Non. Je continue, je crois qu'on a loupé un peu des messages. Y a Hélène qui dit, Angéline, tu dégages une énergie très douce et inspirée. Donc voilà. L'énergie très douce, c'est celle de Marie. Je suis étroitement, depuis toute petite, étroitement connectée à celle de Marie. Tout à l'heure avec Yule. Du mal parce que le pseudo Yule m'appelle par mon prénom. Je l'appelle par son prénom d'habitude, c'est pas grave. J'ai pas gaffé encore, tu vois. Tu peux le dire, c'est pas grave de toute façon. Et donc je disais que en termes énergétiques, j'arrive pas trop à faire la distinction entre les différents archétypes. Mais par contre, il y en a une que je reconnais tout le temps, forcément. Alors elle, je la reconnais entre toutes, c'est Marie. Oui. Parce que je pense que mon énergie est étroitement liée à la sienne pour diverses raisons dans mon parcours de vie depuis que je suis toute petite, qu'elle m'a toujours accompagnée et qu'elle m'accompagne toujours. Là, je la sens, à l'intérieur de moi, je sens sa présence. Et que, en fait, voilà. C'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de moi, il y a une petite partie énergétique qui est une partie mariale. Alors évidemment, bien sûr, par contre, ça je précise parce que c'est super important pour moi. En dehors de toute représentation religieuse. D'accord, oui. Ah oui, c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens... Ça, je le précise parce que ça, pour moi, c'est super important. Qu'en fait, pour moi, voilà comment je vois les choses. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà comment je les vois. C'est des archétypes, avis, quoi. Ouais. Des archétypes comme ceux de Marie ou Jésus, par exemple, puisqu'on est dans quelque chose de religieux, là, sont pour moi des archétypes qui ont ensuite été récupérés par l'Église, par la religion, mais qu'on n'est pas obligé, en fait, parce que moi, au départ, ce qui m'a beaucoup gênée, c'était ça. Parce que j'arrivais pas à faire la distinction entre les deux. En fait. Et que ce qui me gênait par rapport à Marie... Alors, quand j'étais toute petite, rien ne me gênait, parce que quand t'étais pas conditionnée, quoi. On se pose pas ces questions-là, on s'en fiche. Complètement. C'est plus tard, en grandissant, ça me dérangeait que Marie soit près de moi. Parce que je me disais, mais moi, je veux pas devenir bonne sœur, c'est hors de question. Voilà, tout de suite. Et puis, la religion, c'est pas fait pour moi, et l'église... non, mais mais jamais de la vie, je deviendrai bonne sœur et tout. Je comprenais pas pourquoi elle était là, parce que moi je me disais mais c'est pas possible. Quel est le rapport avec moi? Je suis pas du tout là-dedans, donc je comprenais rien. Et donc je l'ai repoussée longtemps en disant non Marie. Et donc pendant très longtemps j'ai fermé ma porte. Et puis plus tard elle est revenue à la charge parce qu'elle est têtue. Les guides sont têtus en général. Ah ouais, elle est têtue. Elle est toute douce et tout, mais elle insiste. Ça pique un peu. Non, ça pique pas, ça pique jamais avec Marie, mais elle est toujours présente en fait. Et donc à un moment, j'ai décidé de m'assumer telle que j'étais. Je me suis dit bon maintenant j'en ai marre de me cacher, machin, je m'assume. Vous voyez, je suis là. Et donc quand j'ai décidé de m'assumer, elle est revenue, bien sûr. Enfin, c'est pas qu'elle était partie, mais du coup j'ai ouvert ma porte. Et donc là, elle était plus présente. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai encore mieux ressenti. C'est-à-dire j'ai réussi à capter que son énergie, elle était à l'intérieur de moi en fait. Énergétiquement, j'étais reliée à elle. Donc je pense que
et j'ai réussi à faire la part des choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. J'ai réussi à faire la part des choses entre la Marie de la religion. Oui. Bon, très bien, parfait, je jette pas la pierre à tous ceux qui... Je comprends, c'est un point de vue qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est pas le mien. Et j'ai compris qu'en fait, Marie, on peut aussi la détacher de l'Église, tout comme Jésus, tout comme Marie-Madeleine. On peut les détacher d'une représentation ecclésiastique et religieuse, et en fait, les considérer d'une autre manière, en tant qu'archétype, si on veut, ou en tant qu'énergie, en tant que présence qui nous accompagne, en tant que guide. Mais là, bon, je vois qu'il y a plein de personnes actuellement qui ont bien compris ça déjà. Qui s'ouvrent, depuis un moment, quoi. Oui. Et qui ont compris que Marie, on peut l'envisager, Marie, autrement. Jésus, Marie-Madeleine, on peut se les approprier autrement. Oui, c'est le terme, oui, c'est vrai. D'une manière contemporaine et non religieuse. C'est vrai. Désolée, j'ai dû avoir des vies antérieures un peu compliquées avec l'église, de oui, sorcières j'imagine. Brûlées. Et du coup, j'ai du mal. Faudra travailler là-dessus, Angéline. Je rebondis sur ça parce que je vois le commentaire de Gulick Cambi qui dit « Moi aussi, Marie est ma protectrice. J'ai trouvé 3 médaillons de Marie. » Donc une médaille de l'apparition de 1830. D'accord, c'est waouh, quand même. En fait, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans mes conférences, déjà, il y a beaucoup de femmes ou de mes lectrices qui viennent, parce que quand je fais les dédicaces et tout, beaucoup de femmes qui se prénomment Marie, qui viennent me voir. C'est vrai je précise d'ailleurs que mon 3e prénom, c'est Marie, parce que c'était le prénom de ma marraine. Déjà, c'est pas de hasard. On dit, il n'y a jamais de hasard. Et donc... Et je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui se prénomment Marie, qui viennent me voir en tant que lectrice ou dans les conférences et tout ça. Et beaucoup de femmes aussi qui partagent avec moi après. Une fois que moi j'ai fait le premier pas et que j'ai dit, bon, bah maintenant j'assume, je dis, je suis étroitement reliée à l'énergie de la Vierge Marie et de la Vierge Noire. Et donc il y a beaucoup de femmes qui osent dire, ah bah oui, bah moi aussi en fait, et tout. C'est rigolo. C'est marrant, hein. Ouais. Il suffit qu'il y ait quelqu'un... Les paroles se libèrent un peu. C'est ça, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas, puis après, ben... Voilà. Tout de suite. D'accord. Bonsoir, il y a une Angélile, dit, si je le dis bien. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Lydia, suite à quand j'ai dit son âge tout à l'heure, elle met 3 fois 20 ans plus 1. Avec un petit smile. Ouais, non, c'est chouette. Ouais, donc Marie, c'est vrai que c'est beau, quoi. Et Marie, donc, elle est toujours dans tes livres, en fait, aussi, à travers tes poèmes, aussi. Toujours là. Toujours là. Donc voilà, comme on n'a pas suivi la ligne... Rien, on fait n'importe quoi. Depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je lui dis comme question Le processus de canalisation. Ah yes, ça, non, allez, si. De toute façon, c'est ton live, c'est ton live, donc allez. Totalement au pif. C'était où ça? Plus bas. Peux-tu nous expliquer comment se déroule le processus de canalisation pour toi? Alors, comment je canalise ou comment j'écris en fait. Déjà, en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'il peut y avoir, éventuellement, ce qu'il peut y avoir, c'est des synchronicités. Donc, par exemple, je peux te prendre un exemple précis, on va prendre, je sais pas, celui de Marie-Madeleine, parce qu'en ce moment, c'est Marie-Madeleine qui revient énormément beaucoup, là. En ce moment, là, je ressens sa présence très, très forte. En ce moment. Okay. Alors, pour moi, mais sûrement aussi dans le collectif, du coup, parce qu'il y a des trucs à régler, à guérir, à régler. Exactement. Il y a du boulot, je vous le dire. Il y a du taf. Et donc là, je ressens énormément Marie-Madeleine, pour ce qui me concerne là, en ce moment. Mais dans le collectif aussi, du coup. Bonsoir Lydie, pardon. Du coup, elle part. Donc je lui dis, au revoir Lydie. Et donc, alors par exemple, comment ça se présente? Ça peut être des synchronicités. Oui. Où je vais voir beaucoup de choses autour de Marie-Madeleine qui reviennent, des amis qui me parlent de Marie-Madeleine, etc. Et puis il va y avoir moi, en fait, ça va revenir souvent dans ma tête en tant qu'envie. Par exemple, là, ce qui m'a beaucoup reliée à Marie-Madeleine récemment, c'est que d'un coup, j'ai eu super envie de retourner à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, au massif de la Sainte-Baume. J'y avais déjà été une première fois il y a quelques temps, et puis là, ça m'est revenu comme... j'ai trop envie d'y aller, faut que j'y aille, je sens qu'il y a quelque chose là-bas, une chose sur laquelle je vais travailler, par rapport à... Et que c'est Marie-Madeleine qui va m'accompagner dans ce travail. Et donc, du coup,
et quand c'est juste et aligné, après c'est fluide, c'est-à-dire que hop, tout s'enchaîne, et hop là, tout vient facilement. Hop là, on peut y aller facilement, ça se met en place et tout, et donc c'est marrant. Voilà. Et après, ce qui fait que quand je sens que c'est aligné comme ça et que j'ai l'envie de parler c'est pas de parler de Marie-Madeleine, plutôt de transmettre en fait ce qui m'a été inspiré par Marie-Madeleine. Du coup, hop là, j'écris un poème sur Marie-Madeleine. Donc là, par exemple aussi, et donc ça va. Alors le processus en lui-même est ultra rapide, c'est-à-dire qu'il faut être au taquet, en pleine forme, et des fois c'est tellement rapide. Alors en général, ça ne vient jamais au bon moment. La canalisation, c'est-à-dire l'inspiration, ce qu'on peut appeler l'inspiration, ça vient jamais au bon moment. C'est vrai que par exemple, t'es toujours occupé finalement. T'es en train de conduire, tranquille, et puis là tu te dis non, bon, faut que je garde les idées, faut pas que j'oublie. Bon. Sur l'autoroute à 180, tu sais. T'es sous la douche, ou t'es en train de faire ton ménage, c'est jamais au bon moment déjà, faut le savoir. Mais en fait, c'est toujours quand le mental se détache. Oui, c'est toujours à ce moment-là. Ou alors très souvent aussi le matin, quand je me réveille, parce que je rêve énormément. Et je peux faire beaucoup de rêves. Et les rêves sont très souvent les initiateurs, enfin le point de départ d'un texte. Très souvent. Parce que je suis une grande rêveuse dans le sens où je rêve énormément. C'est intéressant. Ouais, ça, je canalise par les rêves en fait, beaucoup aussi. Et donc ça ne vient jamais au bon moment. Mais alors moi par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça vient toujours à peu près au même moment, qui est le matin. Ah oui. Ouais, le matin. Le matin, mais tu sais, parfois on a des phases de sommeil aussi, comme tu dis. C'est pendant ces périodes ou c'est après le café ça peut. Non, ça peut par exemple être du style 4h du mat. Oh, ah oui. Ouais. D'accord, oui. Non, ça peut être ça. C'est très tôt le matin. Tu te réveilles d'un coup, tu dis oh non. Il faut que je prenne mon carnet. Oui, c'est ça. Bon, ça peut être ça, mais c'est toujours le matin et très rarement. Alors ça, c'est très bizarre comme truc. Je ne donnerai aucune explication à ce phénomène. Très rarement après midi. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, mais il y a d'autres personnes, ça va être la nuit, ça va être autrement. Mais moi, c'est ça. D'accord. Et donc, ma sœur, pour me taquiner, m'avait dit c'est à l'heure de la messe. Oui, en plus, oui. Voilà, très drôle la frangine. Bref, et donc c'est le matin. Moi, c'est le matin. Alors après, pourquoi ? Pas tant savoir. En tout cas, c'est comme ça. Et alors, c'est ultra rapide. D'accord. Donc les trucs qui tombent là, c'est tong 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 tong, et souvent ça se termine par je prends mon carnet et là il faut que je note les mots clés super vite pour pas oublier. Et une fois que j'ai posé les mots clés, après c'est comme si l'énergie se posait et s'ancrait, et hop, je vais sur mon ordinateur, et à partir des mots clés qui ont été écrits à la main, et ben là le texte il arrive. Et alors vous allez pouvoir me prendre pour une feignante et vous avez le droit. Mais c'est ultra rapide. La canalisation d'un poème, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Nous, on ne juge pas parce qu'on ne canalise pas la poésie, mais... c'est extrêmement rapide. Mais c'est chouette, quoi. Ouais, d'accord. Je pense que c'est un peu comme les gens qui reçoivent des messages, peut-être. Oui, mais c'est pareil. Un peu le même processus. C'est la même chose. C'est des messages. Mais sauf que moi, je les reçois de manière... comment dire ? Je reçois les messages et après, ce que j'en fais, c'est que je les transforme en poèmes. Voilà, dans la tradition lyrique dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Mais c'est des messages. Hein. Mais c'est des messages. C'est des messages. Ouais, c'est intéressant. Alors, des messages, on en parlait aussi tout à l'heure. Oui. À la base, personnel. Et oui. Et oui, forcément. Mais après, alors ce que j'ai remarqué avec l'expérience du partage régulier de mes textes sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook auteur et sur Instagram où je partage pas mal, j'ai remarqué un truc, c'est qu'après j'avais les commentaires des gens qui découvrent le poème au moment où je le canalise, quoi, en fait. Et tu les touches directement. Et en fait, certaines personnes vont être touchées à certains moments par tel poème et pas un autre, parce que ça correspond exactement à ce dont il a besoin au moment où il le découvre. Ah mais moi ça m'a fait ça, hein, quand je t'écoutais ou même quand je te le disais, je me disais mais c'est exactement ça. Voilà, parce que ça va s'inscrire, comme je disais tout à l'heure, dans un mouvement collectif. Mais évidemment, ça va pas concerner tout le monde entier, bien sûr. Mais la personne qui va en avoir besoin, si elle est un petit peu intuitive, si elle s'écoute un petit peu et tout ça, elle va tomber sur le texte au moment où elle en a besoin. Et qui correspond à sa problématique du moment. Du moment. Ouais, oui, c'est vrai.
C'est ça que j'ai remarqué, c'est trop rigolo ce truc-là. Puis moi j'ai remarqué, c'est ça, quand je te vois en conférence, donc tu parles, et puis d'un coup, on sent que d'un coup, tu as comme une sorte de message, en fait, et tu t'adresses à des gens qui te regardent. Là, par exemple, c'est fou, je sens que je canalise, en fait. Mais je te vois parce que je le vois. Ouais, je le sens. Je sais pas, on te voit dans que mon c'est corps. différent. En fait, le conseil que je peux donner aussi, là, c'est écouter votre corps. Le corps est le premier messager, et moi, je sais que la présence, je la ressens à travers mon corps, en fait. Je ressens j'ai des vagues un peu de frissons qui parcourent, mais pas de frissons de froid. Et écoutez votre corps. C'est le premier messager, c'est lui. Ouais, là, je crois que ça s'appelle la clairsentence, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Le clair ressenti, peut-être, non ? C'est pas ça ? Ah ouais, c'est peut-être plus le clair ressenti. À chaque fois, je confonds les... Bon, je suis pas non plus... je suis désolée. Ouais, mais c'est ça. Et alors, attends, on disait quoi là ? Sinon, après, il y avait un truc juste avant, c'était quoi ? Que tu transmettais en fait que les gens, en fait, ça touchait en fait. Ça peut pas toucher tout le monde, mais tu t'adresses quand même à un certain type. Ton alors message. c'est ça que je voulais dire, parce qu'en fait, mes conférences sont canalisées également. Voilà. Et ça demande un petit, comment dire, c'est une tournure d'esprit qui correspond à lâcher prise totalement. Au départ, t'avais pas l'habitude. Alors, première conférence que j'ai faite, j'avais tout préparé. J'avais fait un diaporama, un truc de fou. Et puis, juste avant la conférence, peut-être 2-3 jours avant, je me dis non, il faut pas que je fasse comme ça. Si je contrôle, je coupe tout, en fait. Oui. Et je peux pas, ça sera pas naturel. Il y aura pas les messages qui vont venir. Je vais tout couper, je vais tout contrôler, il y aura plus rien. Du coup, j'ai lâché tout ce que j'avais préparé et je suis arrivée les mains dans les poches. Et donc, mais c'est hyper stressant. Ah bah oui, parce que tu t'as te dis, rien, quoi. Je vais dans le vide comme ça sans parachute. C'est très stressant. Et puis, mais en même temps, c'est stressant, mais aussi galvanisant. Parce que tu te dis, c'est là que les choses se passent. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'adore faire des conférences, parce qu'il y a un côté un peu comme ça aussi, un petit peu challenge. Oui. Et un petit peu de défi, quoi, tu vois. Et puis, ça te fait travailler sur le lâcher prise. Et en même temps, les rencontres et le ressenti des présences et les messages qui sont véhiculés, ça ne peut se faire que dans ces conditions-là. Oui. Si tu cherches à contrôler, il n'y a rien qui va se passer, rien. C'est vrai. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi par rapport au truc. C'est normal. C'est pour ça, c'est mieux comme ça. Je lis le message du coup de Kelly Camby qui dit: c'est beau car les messages que vous envoyez sont donnés aux gens qui en ont besoin, comme vous le dites, quoi. Par exemple, là, tous ceux qui sont là ce soir, c'est pas non plus par hasard. Est-ce que tu auras des messages pour... déjà, pression. Mais non, tu sais quoi, tu mets pas du tout la pression. Parce qu'en fait, les messages, ils sont là depuis le début. Oui, j'imagine. Écoutez votre corps, tu vois. Le fait de se réconcilier avec l'espèce humaine, tout ça, c'est des messages, en fait. C'est vrai. Après, il peut y avoir des messages plus particuliers. Je pourrais pas en donner beaucoup, parce que je sais pas si on aura beaucoup le temps. Je vais te dire ça. Alors, si on fait le truc de vous donner un chiffre et je vous donne le poème qui correspond au chiffre. Mais même si c'est, par exemple, si ça concerne une seule personne, admettons, si on a le temps de faire... un petit peu le temps là. Que pour un, par exemple, j'en sais rien. Bien sûr. De toute manière, forcément, il y aura une résonance collective pour d'autres. Ça, c'est sûr. Parce que moi, déjà, ça me parle... écoutez votre corps. Ouais, ça me parle. Parce qu'en fait, on crée un petit égrégore là. Oui. Donc, on est tous sur la même longueur d'onde, tout simplement. Voilà. Non, on a carrément le temps. Je vais quand même poser une autre petite question. Et puis après, si tu veux, on pourra se lancer dans un poème sur ton livre. Tu choisiras un je choisirai pas, c'est quelqu'un qui vont choisir, quelqu'un qui veut. Quelqu'un qui souhaite. Qui veut, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Va choisir. Donc, c'est plus rigolo comme ça. C'est plus marrant. Ouais. En fait, c'est une réception de messages à travers le poème. Le poème qui sera choisi. Et c'est jamais anodin, vous allez voir, c'est fou, ça va vous parler. C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, du coup, le recueil, il peut être utilisé un peu comme une sorte de recueil d'oracle. Ce que je dis, moi je faisais de la bibliomancie quand je faisais un peu le tirage. Là. C'est ça. Et c'est... ça on marche. peut l'utiliser comme ça. Ça fonctionne, comme ça aussi. Des petites surprises qu'on se fait à soi-même.
Du coup, donc la petite question, c'est il semble y avoir donc un fil conducteur dans tes écrits, une connexion aux énergies sacrées, que ce soit la terre-mère, le féminin sacré. Comment ces thèmes se rejoignent-ils dans ton travail en fait ? Alors en fait, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je contrôle rien. Ouais. C'est que ça vient à moi et c'est tout. Et après, le seul truc que je fais, c'est que je mets en place, je fais en sorte de pouvoir ancrer dans la matière. Donc c'est-à-dire que ça reste pas évanescent comme ça. C'est qu'à un moment donné, il faut passer par des choses qui peuvent sembler un petit peu désagréables, de type rassembler tous les poèmes, les trier, les relire. Donc ça, c'est le travail qui pourrait paraître fastidieux. Les relire dans le sens... je change pas les mots. Oui. Je ne change aucun mot. C'est juste des relectures à visée orthographique. Je ne touche à rien parce que j'ai constaté en disant mes poèmes à voix haute dans les conférences que si les choses se passent, c'est aussi parce qu'il y a des fréquences vibratoires qui passent. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est pareil. Ça paraît complètement hallucinant comme truc, mais c'est aussi... Ça s'inscrit dans cette tradition lyrique dont on parlait tout à l'heure, qui, à la base, est une tradition orale. C'est-à-dire qu'à la base, les poèmes n'étaient pas écrits, ils étaient véhiculés et transmis oralement. Chez les Grecs, ils s'appelaient les Aèdes. Donc, par exemple, Homère était un Aède. Et c'est après, beaucoup plus tard, que tout a été transcrit pour des questions de commodité, l'invention de l'imprimerie, etc. Bon, je passe les détails, mais au départ, c'était oral. Mais c'était pour que les fréquences vibratoires passent, parce qu'il y a des choses qui se passent après dans les corps physiques, émotionnels, tout ça, dans le corps, à travers les mots et la voix, en fait, qui va être placée, qui va faire passer des fréquences vibratoires. C'est pour ça que je touche quasiment à rien, en fait, dans mes textes. Et donc, ça, voilà... tu vois, toute cette tradition orale, c'était celle après des troubadours au Moyen-Âge. La poésie des troubadours au Moyen-Âge est une poésie inspirée, également. Très ésotérique, aussi. C'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que les conférences sont super importantes, parce que tu as cette dimension orale avec les fréquences vibratoires qui passent, qui est vraiment, je dirais, primordiale. Je me demande même... J'en viens même à me poser la question que finalement, est-ce que le plus important, ça serait pas ça ? Au-delà même du contenu du message, est-ce que ça serait pas finalement les fréquences ? Les fréquences, oui, tout à fait. Bah oui. Franchement, plus ça va, plus je me pose cette question-là. Et chanteuse bientôt, peut-être ? Non, chanteuse autrefois. Peut-être. Figure-toi que... Mais non, pas dans une autre vie que cette vie-là. Oh, tu m'apprends des trucs. Là. Mais ouais, j'ai chanté dans des groupes. Tu chantais quoi, du coup ? À Mayotte. Alors, en fait, je chantais je faisais partie d'un groupe de ce qu'on appelle musique du monde, tu vois. Donc, c'était des chansons, pardon. On était dans un groupe multiculturel. Alors, j'adore. Donc, il y avait des chansons qui venaient de l'île Maurice, d'autres de la Réunion, spéciale dédicace à l'arrache. D'autres qui venaient du répertoire, donc répertoire créole réunionnais. Après, il y avait un chanteur, un musicien maoré et un autre comorien. Donc, je chantais aussi en chimaoré et en comorien, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut chanter dans toutes les langues. Voilà, donc c'était un gros mélange de toutes ces influences qu'on retrouve dans l'océan Indien, parce que j'y ai vécu 8 ans. Et après aussi à Mayotte, j'avais chanté avec une chanteuse soufie. Oh, c'est chouette ça. Magnifique expérience qui s'appelle Nawal. Chant des femmes de l'île de la Lune, parce que Mayotte est une île, et les Comores sont des îles soufis. Et ouais, donc ça c'est superbe comme expérience à vivre. Et avec Malèche aussi, qui est un chanteur comorien que j'adore. D'accord. Donc j'ai une vie antérieure dans cette vie-là. Alors chanteuse entre guillemets, parce que c'était que des groupes, on s'amusait quoi. Oui, mais groupes. Après du chant quoi. Bon, le groupe de copains, mais Malèche et Nawal, c'était quand même un petit peu plus sérieux. Ouais. D'accord. Voilà, punaise. Et des chorales, quand aussi j'ai vécu quelques années en Tunisie. Ah oui, pareil, je chantais dans des chorales en arabe. C'est chouette ça. On faisait des comédies musicales avec le théâtre de Tunis. Et ben dis donc. Des belles expériences, parce que bon, déjà j'adore chanter, donc forcément ça me fait plaisir quand je chante. Et c'est pareil, le chant.
tu vois, tu as la fréquence qui passe, mais ton corps, il bénéficie en fait de ça. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc déjà ça, rien que personnellement, forcément on aime bien. Et puis aussi ce que ça apporte, c'est toute cette ouverture sur le monde, et une belle ouverture. Oui. Tu vois, la réconciliation avec le et une libération par la voix aussi. Ouais, aussi. Et puis la réconciliation avec l'espèce humaine, parce que forcément quand tu es entouré de musiciens, de comédiens et tout ça, enfin, je veux dire, oui, ça peut être que des belles personnes, elles sont dans le partage, elles sont dans le don, elles sont dans l'art, donc c'est que des belles énergies qui circulent, quoi, tu vois. Donc c'est des superbes rencontres. Les conteurs aussi, tout ça. Ah ouais, et j'ai alors aussi comme expérience que j'ai adoré, j'ai chanté. Alors les femmes à Mayotte, les femmes soufis, sont très ouvertes, très tolérantes, et n'importe qui, de n'importe quelle religion ou pas de religion, peu importe, elles s'en fichent totalement. Ça c'est bien ça. Quand elles font des cérémonies, elles t'invitent. À partir du moment où tu es en lien avec elles, tout ça, elles t'invitent. Donc moi j'ai participé, j'ai été invitée par mes amies mahoraises à participer à des cérémonies avec des mahoraises, donc, et puis donc alors elles t'habillent parce qu'il y a tout un cérémonial, bien entendu. Donc tu as des habits particuliers. Si vous avez envie de découvrir, vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos sur les sur les cérémonies à Mayotte qui s'appellent les débats. Ça s'écrit D E accent aigu B A. D'accord. Voilà. Débat. Le débat, mais en fait c'est pas le débat, c'est le débat, c'est un terme en shimaoré qui désigne ce type de cérémonie. Donc on t'habille, on te maquille, on te fait belle et on t'inclut dans le groupe parce que toutes les femmes sont habillées de la même manière. Et puis après, tu chantes avec elles et tu rentres en transe parce que les chants sont très longs et très lancinants, donc il y a une forme de transe. Et puis tu as des petits bâtons avec lesquels tu tapes le rythme, pour entrer en transe, tu vois. Et tu danses parce qu'elles ont des mouvements de danse très doux comme ça, magnifiques. C'est super beau à voir. Et en fait, les mouvements de danse, si tu regardes après comment les mouvements qui sont mis en place, par exemple dans les danses soufis, par les derviches tourneurs, c'est à peu près les mêmes. D'accord. Tu les retrouves, entre donc elles font venir. C'est de la danse extatique un peu. Ouais. En fait, tu as l'équilibre entre la main droite et la main gauche, et la main gauche va se relier à l'énergie du ciel, et la main droite, à celle de la terre. Oh, d'accord, je vois le... d'accord. Mais tout a un sens. Et comme elles sont très ouvertes, elles t'invitent, et donc j'ai participé aussi et chanté dans des cérémonies soufis avec des copines mahoraises. Quel honneur, quoi. C'est surtout quelle magnifique expérience de partage humain. Oui, parce que là, il y a personne n'est exclu. En fait, si vraiment tu veux venir, tu viens, en fait. Complètement. Elles s'en fichent totalement de... T'as une religion, t'en as pas, ça leur... Et puis elles ne font pas de prosélytisme. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elles t'ont invité, elles vont pas te dire non, pas du tout. C'est juste le plaisir de partager un beau moment, entre femmes, chouette, parce que c'est un... Alors c'est ça qui est aussi incroyable à Mayotte, c'est que c'est un soufisme féminin. Alors, il y a des hommes aussi, bien sûr, les hommes sont aussi musulmans et soufis à Mayotte, bien entendu. Mais les femmes peuvent mener des cérémonies. D'accord. Et ça, c'est... Alors, je sais pas ailleurs dans le monde, mais c'est très rare. Ouais. Et en fait, j'aime bien aussi parce que... J'aime bien parler de ça parce que ça lève aussi un peu des... comment dire des représentations fausses qu'on pourrait avoir de l'islam. Oui. Parce qu'il y a plusieurs beaucoup de préjugés, représentations et tout ça. Aussi. Et en fait, la place de la femme n'est pas forcément celle à laquelle on pourrait penser tout le temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Oui, c'est joliment dit. Enfin, ouais, j'ai essayé de bien peser mes mots parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément très facile à aborder, mais en tout cas, c'est délicat, c'est vrai. C'est l'expérience telle que je l'ai vécue à Mayotte. C'est chouette, oh là là. Ouais. C'est fait rêver. Tu vois, tu canalises toi aussi. Ah mais non, mais là... T'as vu que je chantais. J'adore, mais bon, on était dans les fréquences aussi. Et alors là, j'adorerais, moi, ce que j'adorerais, c'est avec un musicien, faire mettre en musique certains de mes poèmes. Ah ben voilà. J'adorerais faire ça. En fait, quand je dis chanter... Je lance un appel. Quand je te disais chanter, je me disais, mais ça serait bien qu'elle chante ses poèmes. J'adorerais. En fait, cette idée-là. Mais moi, j'adorerais faire ça, parce que déjà, j'adore chanter. Super idée, quoi. Et je lance un appel. Je cherche un musicien. Ben ouais. Pour m'accompagner. Parce que par contre,
je maîtrise pas trop les instruments de musique et je trouve que ça serait mieux avec un pro, enfin pas un pro, même pas forcément un pro, mais quelqu'un qui maîtrise quand même bien un instrument de musique, que ce soit pas du grand n'importe quoi. Mais alors moi je peux chanter, y a pas de problème, mais l'accompagnement musical, tu vois. Ah non, ça j'adorerais, j'aimerais bien mettre ça en place comme projet. Ça me plairait beaucoup. Ah oui. Ça ferait un peu comme du slam d'ailleurs aussi. Un peu. Bah après pourquoi pas. Bah oui, le slam, de toute façon, le slam, c'est la forme contemporaine complètement de cette tradition dans laquelle on s'inscrit, de tradition de poésie lyrique. Tout à fait. Sous sa forme contemporaine, mais c'est la même chose. Non mais... Ok, bah franchement, il y a des projets, il y a des choses à faire. Ah oui, bah, des projets, oui, ça c'est sûr. Est-ce que... Alors, à l'arrache, il a répondu, il a fait « Oh, ça devait être super !» Bah oui, complètement. Ouais, c'était trop bien. C'est des super souvenirs. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Humainement, c'est magnifique. Bah, ouais. Alors du coup, si vous voulez, on peut commencer à... Bah, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut qu'elle lui lise un poème, qui choisit un chiffre entre 1 et 78. Voilà. Qui se lance ? Y a-t-il qui veut avoir son petit message poétique ? Je sais pas s'il y a Elodie. Bon, Lydie, elle est partie, peu cher. Elle regardera le replay, elle nous a dit. Kulikambi, je sais pas s'il est toujours là, je pense que oui. Lydia, je sais pas. À l'arrache aussi, peut-être. Ou toi, ça peut être toi aussi. Ouais. J'attends, ça va venir. Ah, Lydia, elle dit le 5. Allez, c'est parti avec Lydia, le 5. Écoute bien, Lydia. Et après 22. Pour Elodie. Turtle. Ouais. C'est mignon ça, Petite Turtle. T'as vu ? Ça fait penser à Mayotte d'ailleurs. Petite tortue. Je me disais, mais complètement. Alors, le 5. 5. Tara verte. Alors, Tara verte, pour ceux qui ne connaissent pas, on part sur un archétype plutôt dans la culture asiatique et même tibétaine. Tara verte. Je suis l'essence même de la féminité. Ma beauté est la tienne. En moi, tu reconnais le reflet de ce que tu es, au-delà du regard. Comme moi, belle âme humaine, tu es gracieuse et ta danse est une merveille. Tes bras se meuvent dans l'espace, ondulent en courbe d'une douceur infinie. Ton parfum de lotus et les fleurs qui naissent en toi font naître le regard de l'enfant dans les yeux de ceux qui sont malheureux. Tant de beauté, tant de gentillesse, tant d'harmonie créent une musique qui fait revenir les sourires sur les lèvres. Depuis sa montagne à l'air pur, à la neige étincelante, Tara te dit d'être courageuse, belle âme. Elle t'apporte un message d'espoir, et de ses bras fins part un amour d'une douceur intense. Elle te dit, belle âme, pleure si tu le dois, et souviens-toi que je suis là pour toi. De même, belle âme, sois à ton tour les bras qui consolent ta sœur triste, toutes les âmes en souffrance, toutes les âmes perdues, tous les enfants silencieux. Belle âme à ton tour, sois une lumière dans la nuit, entre dans le cercle de l'entraide et fais de ta vie un éternel printemps. Dans le cercle du cœur, fais entrer tous les enfants, toutes les femmes, tous les êtres au cœur lourd, tous les animaux, tous les arbres, toutes les pierres, notre terre-mère, tous les êtres du grand ailleurs. Que ton amour n'ait aucune frontière, que ton amour n'ait aucune limite. Viens poser ta tête contre mon cœur aimant, un cœur qui bat pour l'amour de tous. Oh, c'est joli. C'est marrant parce que ça rentre en résonance avec ce qu'on disait tout de suite, avec la danse, les mouvements gracieux, les bras. C'est exactement. C'est vrai. T'es parti là-dessus et hop là. Comme par hasard. Comme par hasard. En tout cas, moi j'ai eu les frissons. Ah, c'est fou quoi. Bah c'est ça, c'est la fréquence qui passe. Je sais pas, Lydia elle nous dira peut-être. Voilà, plus tard son ressenti quoi. Mais je pense que ça a dû lui parler quand même. Il y a des petits trucs. Ouais. Très très beau.
Merci, en tout cas merci aussi merci. Parce que le message est reçu aussi pour moi. Il est aussi pour moi. Ouais, il est pour toi aussi. Il est aussi pour moi. Oui. Vous avez compris que je me suis dit, oui. Alors, le retour de Lydia. Waouh, très émouvant, les mots me parlent beaucoup, merci. Ouais. Merci à toi Lydia d'être là. Et c'est pas un hasard, justement. Parce que tu devais recevoir ce message ce soir. C'est vrai. Tite Turtle a dit aussi c'est beau. Oui, merci Tite Turtle. Trop mignon ce pseudo, j'adore. Tite Turtle, dur à dire. C'est dur à dire, mais c'est chaud. Et ça lui va bien. Ça lui va vraiment bien. Alors, Tite Turtle veut le 22. Yes. On va lire le 22. Je prends un petit coup. Un chiffre intéressant, le 22. Déjà, oui. Le 22 juillet, date de l'anniversaire de Marie-Madeleine. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, allons-y. J'adore. 22, Artémis. Allez, on part en Grèce. Waouh. Allez. Ouais, on est pas mal... Enfin, il y a plusieurs univers, en fait, parce que c'est pareil... pour moi, la poésie est universelle. Et donc, tu vas avoir des archétypes féminins qui peuvent relever de la mythologie grecque. D'autres, ça va être, on l'a vu là, avec l'univers asiatique. D'autres encore, on va être sur... Je suis pas mal inspirée aussi par tout l'univers celte. Ah, ça c'est bien. Ça revient pas mal. En plus, on y était avec Elodie, on t'expliquera, mais... Et Mabon, moi j'étais pas mal là-dedans aussi, pour Mabon, en fait. Pour Mabon, le poème que j'ai reçu, c'était beaucoup avec Merlin, qui était très présent, et Viviane. Ah ouais, Viviane aussi. La fée Viviane était là dans le poème. Et alors, ce qui était rigolo dans le dernier poème pour Mabon, là, que j'ai écrit, c'est le dernier que j'ai écrit, là, c'est que c'était très articulé autour du couple sacré. Donc, tout venait par deux dans le poème à chaque fois. Et donc, deux, et à chaque fois, c'était les énergies, le pôle féminin, le pôle masculin. Mais en même temps, il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as guéri ton féminin blessé, c'est là que tu peux accueillir un masculin lui aussi guéri, tu vois, et tu vas être tu vas pouvoir accueillir le couple sacré. Tout à fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris après, mais voilà. En plus, c'est marrant ce que tu dis, parce que 22, quand même, c'est de 2, quoi. En plus, ouais. Exactement. Alors, dis-nous tout. Que nous dit Artémis pour Tite Turtle? Petite âme meurtrie, petite âme triste et découragée, souviens-toi qu'au plus profond de toi palpite une force incroyable, qui tel un volcan peut exploser à tout moment. Tite Turtle, t'es en colère en ce moment. Oui, non mais moi en plus oui. Petite âme désolée, si tu veux retrouver en toi cette force qui te protégera de l'ombre, allume alors un grand feu intérieur. Les flammes ardentes éclaireront ton chemin. Souviens-toi alors de la fière déesse qui n'a peur de rien, et à ton tour réveille en toi la force de la guerrière de lumière. Artémis, sauvage et farouche, n'a besoin de personne. Elle a la force en elle, et de son arc vise l'ombre. Elle protège les plus faibles, enfants et animaux. Elle guérit les malades, et court pieds nus dans la nature. Seule, fière, farouche, sa lumière est de feu. Sa robe est couleur safran. Elle court entourée d'animaux qui se nourrissent de son amour invincible et ardent. Petite âme triste, si tu as le cœur pur, toi aussi tu peux demander à la splendide Artémis d'infuser la force guerrière dans ton cercle de lumière. Super. Ne sens-tu pas renaître en toi l'espoir qu'un jour la lumière vaincra, qu'un jour un nouveau monde apparaîtra? Ce jour approche, alors attrape ton carquois et ton arc, cours dans la nature et sois à ton tour une invincible chasseresse qui ne craint rien ni personne, mais répand partout la flamme de l'amour. Ouais, moi là, Elodie, là, je crois que le message il est clair. Ah non, mais en plus on a fait une cérémonie avec justement Artémis, voilà. Diane, donc c'est... Ouais. Ah ouais, là... Alors la poésie n'est pas toujours douce. C'est-à-dire l'énergie qu'on va recevoir n'est pas toujours douce. Moi, parfois, je canalise des poèmes qui sont extrêmement puissants, qui sont très puissants, très forts.
Ah bah là, c'est le cas. Hein. Et parfois, ils vont exprimer la force, la puissance dont on peut avoir besoin à certains moments aussi. Parce que parfois, on a besoin de douceur, mais parfois, on a besoin de force et de puissance. Et parfois, les poèmes sont vraiment waouh. Ouais. Et dans cet accompagnement autour de la force et de la puissance, je sens beaucoup, moi, à ce moment-là, surtout la présence de mes ancêtres, mais du côté paternel. D'accord. Ouais. C'est fou, ça. Ouais, non, donc Elodie, elle dit « Oh, merci, j'ai senti de l'énergie. » Bah, tu vois, en plus, ouais, tu l'as dit, on a senti la puissance, quoi. Ouais. La guerrière, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'en ai besoin en ce moment, hein, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à être dans le mode guerrière, mais vraiment énormément. Et j'ai vraiment besoin aussi d'être comme ça, dans cette énergie. Il faut que je sois plus dans cette énergie-là. J'ai énormément de mal. Mais bon, après, ça dépend des moments, toi. Et des fois, tu te sens péchu et t'y vas et tout. Et d'autres moments, c'est plus du tout ça, quoi. Donc, voilà, c'est dans la vie. Un peu le yo-yo, ouais. T'as des vagues, des jours comme ça. Et voilà, quoi. Bon, bah... Donc, merci Artémis, là. J'en avais bien besoin. C'était pas la Artémis douce, là, c'était l'Artémis. Non, là, non. Là, c'était la Artémis péchue. J'adore. Parce qu'on veut bien être gentil, mais il y a des limites. Ouais, c'est clair. Non, surtout... Et il faut fixer ses limites. Il faut vraiment faire ça pour resacraliser. Il y a une des choses, c'est fixer ses limites. Ouais, je pense que Elodie, elle avait besoin d'entendre ça. C'est pile poil dans son histoire personnelle. Dans la mienne aussi. Dans la toute, mais... Elodie, je te comprends. Voilà. Oui, il y a une compréhension. Je te comprends, Elodie. Je te soutiens sur ce coup-là. Tu vas y arriver. Bon, bah au moins, tu vois, Elodie, t'es pas venue pour rien. Et voilà. T'inquiète pas. Accroche-toi, comme elle dit. Exactement. Soutien mutuel. Ben voilà. Ouais, tout à fait. Je crois que Gulli Cambi est parti, donc bonne soirée, mais je pense qu'il est déjà parti, quoi. Bonne soirée, bah ouais. Je sais pas qui veut avoir un petit message, un petit poème d'Angéline, des archétypes qui la guident, quoi. Ouais, s'il y a personne qui vient, moi je veux bien. Enfin, personne, voilà, mais je sens que t'as super envie depuis tout à l'heure, ça se fait. Dépêchez-vous, sinon elle va prendre la place. Hein. Ah ouais, moi je vous le dis. Non, je sais pas pour l'instant. Je sais pas s'il y a toujours Hélène avec nous. Bah sinon, elle arrache aussi, hein, si tu veux ton petit message. Le réunionnais. Bon, bah... Non, l'arrache, il a dit non, je veux pas de message. Bon. Il fait la tête. Il fait la tête. Non, il a peut-être pas le temps. Non, je crois que là, ouais, il est occupé. Il a fait fais-toi plaisir, Yul. Bah, oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Ouais, moi je vais prendre le chiffre 8. 8. Oh, c'est beau aussi, ça c'est l'infini. Yes. Pentésilée. Pentésilée. Page 31. Alors, que nous dit Pentésilée? Alors des fois je pars sur des trucs, moi-même je suis là, ah bon. Étonnement. Ouais. D'accord. Ok, bon d'accord. Mais tu vas voir que ça résonne avec le poème d'avant. Ouais. Ça c'est marrant. C'est trop rigolo. Vous allez comprendre après. Parce que pour l'instant on se dit Pentésilée. Ah bon d'accord. Aujourd'hui écoutons le message de Pentésilée, reine des Amazones. Ah bah oui. Ah bah Artémis déjà. Voilà. Ouais. Qui par sa lignée divine nous rappelle le divin en chacun d'entre nous. Pentésilée, cheveux au vent, libre et sublime sur sa jument au galop, armée de son arc terrible, s'adresse aux femmes. Femme, tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié qui tu peux être. Tu as oublié qui tu es. Mais il n'est pas trop tard. N'aie pas honte du silence né en toi, après des siècles de supplice. N'aie pas honte du silence né de la peur. Aujourd'hui, j'ai un message d'espoir pour mes sœurs. Le temps de la peur est révolu. En toi coule le sang des Amazones, tu peux le réveiller quand tu le veux. Tu as la force, tu as le pouvoir, tu as le courage. Regarde Terre-Mère, elle aussi montre sa force. Volcan, tempête, ouragan, tsunami. Mince.
Désolée. Non, c'est vrai. Tu me fais penser à un truc, après on en parlera après. Quand sa noble colère s'éveille, doit-on la mépriser? Ainsi, femme, en toi, dort le feu de la saine colère. Cette flamme dans ton cœur fait de toi une guerrière de lumière. Des femmes et de leur pouvoir retrouvé, grâce à la confiance en soi, naîtra le nouveau monde, éclairé de la lumière juste, la lumière de l'amour. Femme, crois en toi, crois en ta force, crois en ta noble colère. Désormais, marche tête haute, fière, forte, et montre au monde une beauté différente, faite de feu et de flamme, une beauté incandescente au cœur de lumière. La force masculine te permet de retrouver l'équilibre en toi. Le féminin exacerbé t'a fait oublier la balance parfaite de tout être humain entre féminin et masculin. Que vivent en toi ces deux forces en toute harmonie, en toute beauté. C'est chouette, ça résonne beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas un tsunami ce soir parce que... Mais en parlant de ça, tu vois, tu parlais de terre-mère et en fait avec Elodie et d'autres personnes qui sont ici. Ouais. Donc moi, je te parlais d'une médium qui s'appelait Anne-Sophie et elle avait fait une canalisation de terre-mère. Ouais. Et tu vois, de Gaïa, je sais pas, à chaque fois qu'on parle de Gaïa, c'est toujours très doux, très machin. Non, et en fait, elle a dit, mais là, je comprends pas. Et alors, elle nous livre la canalisation qui est belle, mais c'est très, très puissant et ça n'a rien de doux, quoi, en fait. Ouais. Et je pense que les filles s'en souviennent. Mais bon, après, ça dépend aussi. Ça dépend. Parce que Gaïa, parfois, ou la terre-mère... sur plusieurs... Parfois, tu as une énergie très douce. Moi, je me suis déjà reliée à l'énergie de la Terre. C'est super facile, en fait. Tout le monde peut le faire. On se pose dans son jardin ou dans la nature. De préférence pieds nus, vraiment directement sur la Terre. Puis après, on se concentre. Par exemple, on peut fermer les yeux pour se concentrer et voir le ressenti dans notre corps. J'avais ressenti à ce moment-là quelque chose de très très doux. Donc son énergie peut être très douce. Et moi je la sens étroitement et intimement connectée à l'énergie de Marie. Tu vois, Marie, on en a fait une énergie, je dirais, éthérée, reliée au ciel et tout. Moi, je pense que Marie est beaucoup plus connectée à la terre et au règne humain, enfin tous les règnes sur terre, que ce qu'on ne croit. Que ce qu'on ne croit. Ouais. Et donc, du coup, tu ressens un peu, tu peux ressentir cette énergie très douce, mais attention. Parce que effectivement, elle est les deux en fait. Elle peut être les deux. De même que toutes les femmes peuvent être un jour très douces, le lendemain super vénère. C'est vrai. Méfiez-vous. La ménopause? Non, je déconne. Non, je plaisante, je rigole. Des blagues de beauf, pardon. Bon, t'as le droit d'être beauf aussi, des fois, si tu veux. C'est pas beauf, d'ailleurs. Non, rien, pas du tout. Et donc, moi, j'ai déjà canalisé des textes de l'énergie de terre-mère, parfois extrêmement puissants. Ouais, c'est fou, quoi. Où terre-mère, un peu, elle sort les griffes. Elle dit, va falloir vous calmer parce que... C'est pas une idée de se venger, elle se venge pas en fait à chaque fois qu'il y a un déséquilibre qui se crée et qu'il y a une force comme ça qui se... C'est que, en fait, elle va chercher à rééquilibrer ce que nous, on a déséquilibré en fait. Ouais. Donc il n'y a pas une idée de je me venge ou je prends une revanche ou n'importe quoi ça. Ouais, non, c'est vraiment l'idée de il faut rééquilibrer les choses. C'est ce que disait en fait son message était très long, mais dans ce que tu dis c'est vrai parce que là en fait elle disait justement que les gens parlaient d'elle, de Gaïa, mais en fait ils parlaient à sa place et ça ne lui plaisait pas et elle disait entre guillemets vous voulez que je fasse encore trembler la terre, si vous continuez je vais vraiment faire ça. Et en fait voilà il y avait toute une donc elle parlait qu'effectivement que nous sommes ses enfants, que nous sommes des êtres créateurs. D'où le titre Les enfants de Pachamama. Exactement. C'était ça vraiment l'idée. On est tous les enfants de la Terre. Et là, elle disait que vraiment, on était des êtres créateurs. Et elle disait, ne vous laissez pas, vous n'êtes pas des fourmis ouvrières. Et entre guillemets, voilà, il y avait un peu un truc, je vous protège. En gros, c'était, je vous aime mes enfants, vous êtes des puissants créateurs, ne vous laissez pas... elle parlait c'était un peu un message un peu on va dire complotiste si j'ose le dire quoi. Après, où voilà il disait que tu peux mettre beaucoup de choses dans le complotisme.
Bon, enfin bon, voilà. Là, du coup, on voulait nous enfermer et je pense que le message, pour moi, ça a résonné. Tu vois, moi, ce qui résonne pour moi, là, surtout, c'est l'idée des enfants. Nous sommes tous les enfants de la Terre, nous sommes tous des grands enfants, donc l'écoute de l'enfant intérieur. Et ça, c'est extrêmement présent aussi chez Marie. Justement, pour oui, moi, c'est ce côté très Marie, je te dis protecteur. Que, vraiment, je ressens qu'il y a vraiment une connexion, une proximité entre l'énergie de la Terre-Mère et celle de Marie. Et que Marie, en fait, c'est notre protectrice sur Terre. C'est vrai. Tu vois, pour moi, elle est très ancrée, en fait. Et de même que Marie-Madeleine, d'ailleurs. Qui a une énergie un petit peu différente, mais on va retrouver aussi ça, de l'idée de protection des enfants à laquelle... cette protection à laquelle Marie-Madeleine... est très c'est cher dans leur cœur, enfin, c'est relié quoi. Oui. Exactement, c'est un point commun entre ces trois énergies. C'est chouette. Non, mais après je sais plus exactement le message, mais voilà, en gros oui, c'était vraiment la terre-mère protectrice de ses enfants en fait, c'est ça. Et pas la vengeresse qui se venge des humains, pas du tout en fait. Absolument pas. Et d'ailleurs en fait quand il y a des comment dire ça lui fait mal au cœur, elle est triste pour nous. Oui, mais oui, c'est plus comme une maman. Plus comme une maman en fait, voilà. Une maman où elle voit que son enfant il va pas bien, elle est triste pour son enfant. C'est c'est chouette. Bah écoute, merci pour ce poème. En tout cas, moi ça résonne parce que comme tu dis, effectivement, il y a la Yule toute gentille Guillerette, mais il y a la Yule sauvage, n'est-ce pas, à l'arrache. Faut pas aller chercher à l'arrache. Le message est passé. Je crois qu'il le sait, le pauvre. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'entendre ce message. Ouais. Moi aussi, je suis un peu en colère en ce moment. Il peut y avoir de la colère. Donc, team petite turtle aussi, t'inquiète. Et puis, il faut pas culpabiliser d'être en colère. Oui. Il faut... comment dire ? C'est une émotion, en fait. C'est pas du message. Mais oui, pauvre, oui, c'est vrai. Il est adorable. C'est pas mérité tout ça. Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est important. Et je disais, faut pas culpabiliser d'être en colère parfois et de ressentir de la colère. Faut laisser les émotions nous traverser parce que nous sommes des êtres d'émotions. Exactement. Et nous sommes ici pour vivre des émotions et il faut les laisser nous traverser, même la colère. Bon, je dis pas qu'il faut rester dans la colère tout le temps parce que ça... Il faut l'évacuer. C'est une sorte d'évacuation. Ça peut être un moteur, ça peut être... Mais tu as raison, trop rester dans la colère n'est pas bon. Et je pense beaucoup pour ça au poème de Rumi, tu sais, La maison d'hôte, où en gros, il va comparer les émotions à des invités. Et toi, en fait, tu es la maison. Et en fait, tes invités arrivent, mais tu choisis pas tes invités. Tes hôtes, ils arrivent, mais tu les choisis. C'est pas toi qui les as invités, c'est eux qui viennent. D'accord. Et en gros, tu dois leur ouvrir la porte. Tu dois pas fermer la porte. Si tu vois arriver la colère, si tu vois arriver le chagrin, si tu vois arriver la honte, tout ce dont tu veux pas, il faut pas leur fermer la porte surtout. Faut ouvrir, mais après, il faut pas non plus les garder à l'intérieur parce qu'il faut se rappeler que ce sont que des hôtes de passage, que des invités. Oui. C'est pour ça que son poème s'appelle La maison d'hôtes. Maison d'hôtes, oui. Et qu'après ils ressortent, ils s'en vont, ils repartent une fois qu'ils sont passés. Et lui, il termine le poème en disant que chaque émotion qui passe est un guide qui vient de l'au-delà. Ouais, tu vois. Elle t'apporte un message. Donc faut pas refouler la colère, faut pas en avoir honte. Et elle peut être utile parfois quand on sombre dans des énergies trop tristes et qu'on n'a plus de ressort vital. Parfois la colère c'est ce qui va nous permettre de rebondir. Exactement. Et après par contre on se rappelle quand même qu'à un moment elle circule. C'est-à-dire que si on veut il faut que ça bouge quoi. Je veux dire, il ne faut pas enquister quoi la colère. Si on peut travailler dessus. L'image est bonne enquister, oui. Ouais. Et donc faut pas culpabiliser de ressentir de la colère parce que parfois la colère est saine. C'est vrai. Mais vous voyez, la poésie, c'est aussi c'est spirituel, c'est du développement personnel aussi. Complètement. Ouais, c'est chouette. C'est de la philosophie. C'est de la philosophie, ouais. Quand on lit des poèmes comme ceux de Rumi, oui, c'est sûr que... on le voit. Hein. Franchement, ça ressort tout de suite, quoi. On vous invite à en lire. Moi, d'ailleurs, c'est vrai que je crois que ça fait très très longtemps. La maison d'hôte, vous pouvez le trouver super facilement sur Internet, en fait. Vous mettez la maison d'hôte Rumi, si vous avez envie de découvrir
ce poème-là, entre autres, parce qu'il en a écrit énormément. Déjà, pour découvrir celui-là. Ça, c'est d'ailleurs un de mes préférés de Rumi. Ah bah, il est chouette, ouais. Il est magnifique, ouais. Bon, bah super. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Voilà, c'est Rumi qui a fermé C'est beau. C'est marrant, hein. Ouais, fermé le balai, ouais. Ouais, il a fermé le balai, Rumi. Qui est aussi un de mes guides que j'aime beaucoup. Ah. Ouais, vous avez compris que je suis très attachée au soufisme. Sans inscriptions religieuses. Mais par rapport aux messages qui sont véhiculés dans la poésie soufie, je trouve que la poésie soufie et les danses soufis, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Mais là, tu m'as fait voyager. Ouais, on a voyagé ce soir. Ah ouais, merci. Ça a commencé avec À l'arrache. En plus, oui. Et après, on a beaucoup voyagé. Ouais. Oh, c'est chouette. À moins que quelqu'un d'autre veuille encore qu'on lui lise un petit poème, s'il veut dire son chiffre, c'est encore on a encore un petit peu le temps. Mais sinon, on va clore le live, on va vous laisser manger. C'est cool, le modo à l'arrache. Mais toutes les informations d'Angéline, en fait, tous ses réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, ah oui, là c'est les miens, pardon. Non, mais c'est plutôt moi sur Facebook en fait et sur Insta. On va le dire. Je suis présente plutôt là. Donc c'est Angéline Billot. Je mettrai tout dans la description parce que le truc a foiré. Je sais pas je crois que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Oh là là. Mais n'importe quoi. Alors Angéline Billot. Alors vas-y, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Non, mais pour retrouver les pages Facebook, en fait, on me retrouve sur ma page auteur et sur Insta, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est mon nom d'auteur. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, vous tapez. Après YouTube, je suis pas trop présente. Allez plutôt sur Facebook et Instagram. Ah non, mais si, quand même, allez-y sur YouTube, ça ouais, me mais fera il n'y plaisir. y a pas beaucoup de... Je suis pas trop présente, en fait, sur YouTube. Mais abonnez-vous. Ouais, je risque de pas être là souvent. Venez plutôt sur Facebook et Instagram où je suis plus présente. Ça marche. Et puis pour me voir en vrai, pour les gens qui sont dans les Alpes de Haute-Provence, très important. Ceux qui sont dans les Alpes de Haute-Provence, je serai dimanche prochain, donc le 29 septembre, à Mallemoisson, au 7e salon des artistes. Voilà, donc là je serai entourée d'artistes, des peintres, d'autres écrivains comme moi, des poètes, voilà. Dans le 04, donc dans les Alpes de Haute-Provence. À Mallemoisson. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir. Et puis, donc là, c'est le prochain... pour une rencontre magique. Tout à fait. Et artistique. Et poétique. Et poétique, surtout. Voilà, c'est la prochaine date. D'accord, ok. Le 29 septembre, ok. Et après, le reste, tes dates, c'est le 17 mai. Voilà, il y aura peut-être d'autres choses avant le 17 mai, ça, j'en sais rien, parce que pour l'instant, je peux pas trop programmer de trucs, parce que je suis sur une autre priorité actuellement. Donc, je peux pas programmer beaucoup... Cette année, je peux pas programmer beaucoup de conférences et autres événements. D'accord. Mais en tout cas, il y en a un qui se profile déjà dessus le 17 mai à Fort-Calquier, avec Harmonisation de Gaïa, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ça, c'est sûr, voilà, dans la salle des Cordeliers. D'accord. De la Cordelière. Je crois qu'on a de la Cordelière. Je crois que tu avais dit ça. Ne pas confondre la salle de la Cordelière. Parce qu'il y a un cloître, mais non, c'est ok. La petite salle toute mimi où on fait des conférences en dehors des grands salons qui font. D'accord. Bon, de toute façon, je vous invite à quand même suivre l'actualité d'Angéline et puis à mettre je partage toujours sur Facebook et sur Instagram. J'ai le réflexe là. Donc, je partage. Et puis en cas, je ferai un petit récap, voilà. Si j'y pense, vous ferai des petits retours aussi. Voilà, pour des gens qui sont dans la région ou même pas, qui viennent en vacances c'est ça. ou qui aménagent. Vous venez. Carrément. On va vous faire découvrir la région. N'empêche que c'est vendeur. Attends, ma première conférence, j'ai quand même eu un Parisien ? Non, un Péruvien. Ah oui, c'est vrai. Un descendant d'Inca. On n'a pas parlé de ça, mais oui. Quand même. Oui. Alors ça, faut le dire quand même, parce que c'est assez incroyable comme truc. Un descendant d'Inca, de la lignée Inca. Aux filles, j'avais parlé de terre-mère, déjà. Ouais. Et qui était venu à ma conférence, c'était Harmonisation de Gaïa qui l'organisait.
Et c'était à ce moment-là sur les enfants de Pachamama. Donc, statistiquement, il y avait quand même... Franchement, il n'y avait aucun... Ouais, franchement, honnêtement, c'est clair. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Ah, c'était génial parce que du coup, il a participé à la conférence parce que je me suis dit, attends, on a Freddy qui est là, qui représente la culture Inca. Il faut absolument qu'il participe avec moi à la conférence. Alors, il était trop mimi parce qu'il voulait pas, justement, c'est vrai, empiéter. Empiéter. Il était trop mignon. Mais à un moment donné, je lui ai dit, mais non, maintenant, c'est trop génial. Enfin, je veux dire, je vais pas avoir 2 fois dans ma vie l'opportunité de pouvoir partager avec quelqu'un qui représente cette culture. Et du coup, en plus, donc, il y avait quelqu'un pour traduire. Et c'était un moment d'échange qui était absolument magnifique. On a beaucoup parlé justement de l'universalité, de points communs qu'on retrouvait entre nos cultures. Donc, et on a beaucoup échangé sur les points communs entre la culture celte, par exemple, et la culture Inca, et c'était magnifique. C'était vraiment un moment d'échange aussi. Alors ça, moi, c'est tout ce qui me parle, c'est-à-dire le côté partage interculturel. Interculturel aussi, ouais. Ah ouais, j'adore. On parlait de voyage en plus. Bon finalement, on est reparti. Ça y est. On n'arrête pas, on redécolle là, toutes les 5 minutes. Angéline en tournée bientôt dans tout le pays. Non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Moi, je suis très bien dans le local. Je le fais dans le local et ça me convient parfaitement pour l'instant. Voilà. Bon, super. Bon, là, on va devoir y aller, je pense que ça va être l'heure. Et oui. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là et d'avoir aussi participé. Merci à ceux qui regardent le replay. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira. Et merci à toi, Angéline. Merci Yul pour cette invitation qui m'a vraiment fait plaisir. Je savais qu'on s'amuserait et que ça serait chouette. Ça l'était en tout cas. Moi, j'ai passé un super moment. À l'arrache aussi, je pense. Et puis voilà, et puis je vous laisse, je mettrai toutes les informations d'Angéline dans la barre de description. Et puis voilà, si vraiment vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux, suivre ses magnifiques poèmes, qui nous font bien voyager, qui nous font aussi réfléchir. Avec plaisir, ils sont écrits pour ça. Voilà. Pour le partage. Et puis si vous voulez prendre les livres, d'ailleurs, donc Paroles du féminin sacré. Il y a les enfants de Pachamama, mais je mettrai tous les liens. Ouais. Les enfants de Pachamama, là, il est plus en édition, c'est fini. Ouais. Mais Paroles de lumière. Et évidemment celui-là, puisqu'il est sorti cet été, donc évidemment, il est d'actualité. Je vous mets tous les liens. Dès que le replay se fait, je vous mettrai tout ça en barre de description. Et puis voilà, on va vous laisser... Elle est forte, hein. Elle est douée. Je sais pas trop, mais... Ah si. Je me débrouille, on va dire. Je suis du haut la débrouille. Bon, allez. Plus que se débrouiller. Écoutez, bonne soirée. Et merci à tous. Merci d'avoir pris du temps à vous pour écouter. Merci à Yul et merci à Alarache qui fait un super job aussi. Hein. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Comme on disait, c'est l'homme de l'ombre avec de l'ombre. Il va être content. C'est clair. Et puis nous on se voit lundi prochain aussi en live. Je sais pas encore sur quel thème, mais on verra. Faut se laisser porter par la vie. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'après on a des belles énergies justement, sans chercher à contrôler, mais en fait ça vient. Tu vas voir, ça va venir, tu vas avoir des... Ah c'est sûr. Des idées cette semaine, c'est sûr. Mais ça vient toujours au dernier moment, je me dis... Mais en fait c'est ça, les énergies c'est ça, elles arrivent toujours, tu te dis c'est stressant, j'ai rien du tout. Et puis paf, au dernier moment. En fait j'ai l'impression que... C'est vrai. Parce que... À l'arrache qui rigole. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si en fait elle nous mettait au défi sur la confiance, tu sais, faut avoir confiance. C'est ça, je crois qu'il arrive à l'arrache... Tu viens pas ? Je pense que les gens ils ont dû entendre au micro. Il est là. Oui, c'est l'heure. C'est vrai qu'on va être un petit peu en retard. Mais bon, passez une excellente soirée. Merci Angéline, en tout cas pour tes derniers mots. Enfin, pour tes mots tout entiers. Tes derniers mots, ça faisait... Pardon. Non, tout va bien. Non, j'espère pas. Non, j'espère que c'est pas les derniers. Ah non. Je retire ça, j'annule ça, bien sûr. Je suis toujours maladroite un peu.
Et puis, voilà, à bientôt. Et puis voilà, à lundi prochain. Je sais pas où est la souris. Super, voilà. Tu vois, je maîtrise pas. Je retire ce que j'ai dit. Je suis nulle. Allez, au revoir, merci. Je vous mets l'outro, pardon. C'est pas grave, c'est parti. Bisous, Ronfille. Bisous.